Je suis Justine Morel et vous écoutez le rapport du légiste, le podcast d'Egora qui revient sur les grandes affaires médico-légales. Aujourd'hui, nous recevons le docteur Éric Bacquart. Originaire de Chambéry, ce médecin légiste, retraité depuis 2018, a travaillé en tant qu'expert agréé par la Cour de cassation. Il a exercé en France et à l'étranger jusqu'à travailler pour la Cour pénale internationale. Pour Egora, il revient sur un moment marquant de sa carrière, le procès de Slobodan Milošević. Début des années 90, dans les Balkans, la République socialiste fédérative de Yougoslavie, composée de la Bosnie-Herzégovine, la Croatie, la Macédoine, le Monténégro, la Serbie et la Slovénie, est secouée par une profonde crise politique et économique. Avec la chute de l'URSS et la mort du maréchal Tito, qui a dirigé la fédération pendant 35 ans, les nationalismes et les désirs d'émancipation se réveillent. Dès 1991, la Slovénie, puis la Croatie déclarent leur indépendance, suivie rapidement de la Macédoine et la Bosnie. En quelques mois seulement, la Yougoslavie s'effondre dans une grande violence. Bombardements de civils, viols de masse, génocide. Au total, plus de 100 000 personnes perdent la vie. À partir de 1996, l'armée de libération du Kosovo, une province de Serbie à majorité albanaise, réclame à son tour l'indépendance. S'ensuit une répression sanglante de Belgrade, dirigée par le président Slobodan Milošević. Une fois de plus, les civils sont pris pour cible. Il faudra attendre une intervention de l'OTAN en 1999 pour que les troupes serbes ne se retirent de la province. Le 27 mai 1999, le tribunal pénal international pour l'ex-Yougoslavie annonce l'inculpation de Milošević pour crimes contre l'humanité et crimes de guerre. Un poste de médecin légiste en chef pour le Kosovo est alors ouvert pour faire la lumière sur les exactions qui auraient été commises par le président serbe. Le docteur Éric Bacquart, qui vient de réaliser 2 missions en Bosnie et en Croatie, se porte volontaire et son nom est retenu en février 2000. L'idée, c'était de rassembler sur une année toutes les autopsies des cas qui allaient être partie prenante des chefs d'accusation contre Slobodan Milošević et ses co-inculpés. Et donc, au début, il a fallu tout inventer. Il y avait l'équipe de professionnels à créer à tous les postes, médecins légistes, techniciens d'autopsie, photographes, officiers de scène de crime, anthropologues, etc. Il fallait prévoir des combinaisons. Mais il y avait aussi à créer une morgue avec la structure en matériel. Donc il fallait établir des listes de besoins, comme si on créait une morgue ou un institut médico-légal en France. Mais il avait décidé d'établir la morgue à Oraovac, dans le sud du Kosovo, c'est-à-dire là où l'intensité des combats avec le mouvement séparatiste UÇK avaient été les plus importants, mais également les actes de vengeance sur la population civile. De nombreux villages avaient été brûlés, détruits par bombardement, et donc il y avait de nombreuses victimes qui étaient là. Donc, comme disent les anglo-saxons, c'était un challenge, c'était très, très stimulant. Nous prévoyions de démarrer avec au minimum 4 tables d'autopsie. Puis nous sommes passés après à 7 tables d'autopsie, plus 2 autres pour des examens anthropologiques à l'intérieur d'une tente gonflable qui a été plus ou moins utilisée parce qu'il faisait très chaud et que c'était difficile à supporter. Pendant quelques jours, nous avons attendu que les premiers corps exhumés arrivent. Une exhumation, c'est quelque chose aussi qui répond à certaines normes, des procédures de sécurité. Il faut que le site soit sécurisé par les démineurs. Nous avions les mineurs des Nations Unies, heureusement. Au début, nous entendions les explosions de mines neutralisées par les démineurs tous les jours, tous les matins. Puis après, pour excaver, il faut faire très attention à ne pas endommager les corps. Il y a des exhumations qui se font selon des techniques archéologiques. Et
puis après, il faut amener ces corps à la morgue. Ces corps, essentiellement, c'était des corps de sexe masculin, de tranche d'âge 45-65 ans ou 35-45 ans, et qui portaient des vêtements civils. Et souvent d'ailleurs, c'était des victimes qui portaient plusieurs couches de vêtements, 2 ou 3 pantalons les uns sur les autres. D'abord, on pensait pour lutter contre le froid, et puis aussi parce qu'ils fuyaient leur village qui avait été détruit, et ils avaient emporté toute leur possession avec eux, y compris les vêtements. Et puis, c'était des victimes, il devait y avoir une immense majorité de blessures par arme à feu, et une dizaine de pourcents de victimes par explosif. Il y avait accessoirement aussi un problème dont on s'était rendu compte en arrivant, c'est que de nombreux corps étaient dégradés, ceux qui étaient restés en surface étaient dégradés par ce qu'on appelle le scavenging, par des hordes de grands chiens errants et qui dévoraient les cadavres. C'était assez spectaculaire et la CAFOR a été obligée de mener une campagne de neutralisation ou d'extermination, comme vous voulez, vis-à-vis de ces hordes de chiens qui représentaient aussi un danger pour la population et notamment les enfants. Donc ça a été géré assez rapidement. En août, on a passé le chiffre fatidique de 1000 autopsies. Et puis, quand nous avons eu terminé le 31 octobre 2000, on avait fait plus de 1400 autopsies que j'avais personnellement supervisées. Ce chiffre donc était rendu possible parce que j'avais une quarantaine de professionnels qui travaillaient à la morgue d'Oraovac, où j'avais 7 médecins légistes qui étaient sous ma responsabilité, et c'était extrêmement enrichissant. L'anglais était la langue de travail, et je ne l'avais pas mentionné précédemment, mais on faisait jusqu'à 40 autopsies par jour, ce qui nous place déjà dans l'activité d'instituts médico-légaux de capitale. C'est ensuite qu'à l'issue des autopsies, j'ai rejoint la France et puis après j'ai été reconvoqué à La Haye pour discuter de la préparation du procès et du travail qui allait être fait pour l'exploitation des données recueillies non seulement au cours de l'année 2000, mais également de celles qui avaient été recueillies au cours de l'année 1999. Le rapport d'activité de l'année 2000, j'avais déjà travaillé dessus, j'avais assisté aux autopsies et c'était donc relativement facile. Pour l'année 1999, c'était plus difficile parce que je n'étais pas présent. J'étais sous le tunnel du Mont Blanc, j'étais en Bosnie puis en Croatie. Je n'avais pas assisté à ces autopsies qui avaient d'autre part été faites dans des conditions qui étaient spartiates, rudimentaires. Par exemple, les Français, leur table d'autopsie, c'était sur site, une porte sur 2 tréteaux, pas d'eau, etc. Enfin, donc c'était très difficile. Il fallait prendre en compte que ces constatations qui étaient faites dans ces conditions seraient forcément moins détaillées et moins précises que ce que nous avions fait au cours de l'année 2000. Donc il a fallu que je m'attaque au rapport d'autopsie des équipes qui avaient travaillé en 1999, c'est-à-dire comparer ce qu'on voyait sur les photos et ce qui était décrit dans le rapport. Et hélas, il y a eu des cas où il y avait des discordances. Et finalement, j'ai proposé, au cours d'une discussion avec l'équipe qui était en charge du procès et l'équipe d'enquête, que l'on devance ce qu'allait faire la défense, c'est-à-dire que l'on dresse nous-mêmes une liste de ces incohérences ou de ce qu'on appelle des discrepancies en anglais, et que l'on se prononce sur le fait de savoir si elle remettait ou non en question la validité des preuves scientifiques apportées par ces rapports.
Donc c'était un travail de longue haleine qui m'a amené à contacter de nombreuses équipes qui avaient travaillé sur le terrain, à me déplacer même pour certaines d'entre elles, pour discuter avec ce qu'avaient trouvé mes confrères et voir ce qui pouvait être retenu, considéré comme fiable, etc. La conclusion globale, c'était que ça ne remettait pas en cause les conclusions qui avaient été tenues par les experts internationaux en 1999. Et ensuite, donc, j'ai groupé les constatations, les résultats de 1999 et les résultats de 2000 pour dresser une sorte d'étude épidémiologique médico-légale des examens post-mortem pratiqués sur les victimes de ces incidents. Enfin, ce que je peux dire, c'est que j'ai déposé ce rapport dans les temps. Il me semble que c'était en début d'année 2002, 1 ou 2 mois avant mon témoignage. Slobodan Milošević finit par être arrêté. Donc ça a été quelque chose d'important pour moi parce que, bien sincèrement, c'était un chef d'État. J'avais peur qu'il soit jugé par contumace et qu'il ne soit pas présent lors de son procès, ce qui aurait été dommage pour la justice internationale. J'étais d'autre part très intéressé parce que ce procès allait être le baptême du feu pour moi. C'était mon premier procès international. Milošević n'était pas n'importe qui. Je l'avais vu de nombreuses fois à la télévision et je pressentais que c'était quelqu'un qui ne serait pas facile. C'était aussi la première fois que j'étais en contact avec quelqu'un qui n'était pas défendu par un avocat. En France, c'est assez simple. Quand on témoigne, on répond aux questions du magistrat, le président de la cour d'assises, on répond aux questions du parquet, du ministère public, et on répond aux questions de la défense. Et là, non, c'était l'intéressé lui-même. Pour être tout à fait exact, il n'avait pas préparé lui-même toutes ces questions et je reconnaissais le panel d'experts médico-légaux de Serbie dans les premières questions. Par contre, si Milošević avait prévu les questions et les réponses types qui pouvaient y être apportées, il manquait de la connaissance médico-légale lui permettant de rebondir. L'autre difficulté, mais c'était très facile de réagir, c'est que pour Slobodan Milošević, j'ai eu l'impression, la forte impression, que c'était une tribune politique, et voire même historique. Et que bon nombre des questions cherchaient absolument à m'entraîner sur un terrain qui n'était pas le mien. Et je répondais très rapidement que c'était étranger au domaine médico-légal. Alors le procès ne s'est terminé que parce que Milošević est décédé d'un infarctus du myocarde le 11 mars 2006, alors qu'il était détenu à la prison de Scheveningen, aux Pays-Bas. Je ne garde pas un mauvais souvenir des contre-interrogatoires. J'étais bien conscient du fait qu'il était responsable et qu'il aurait été condamné vraisemblablement pour les victimes des sites que nous avions investigués. D'un autre côté, j'étais déçu parce que, en fait, il n'aura jamais été jugé. Il n'y a que l'histoire qui l'a jugé. Et je pense qu'une grande partie des historiens ont conclu qu'il était effectivement coupable. C'était le rapport du légiste, un podcast de Justine Morel, à retrouver sur egora.fr, Spotify, Deezer, Apple Podcasts, Podcast Addict et YouTube. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à le dire en commentaire, à le partager autour de vous ou à mettre des petites étoiles sur les différentes plateformes d'écoute.